moment du coup de sifflet final, lors de la finale de waouh! Et j'ai couru. On était 2 gaillards à, tu vois, être hyper dans en fait, nous, notre rôle, on était bon, je jouais en attaque et en défense, mais notre rôle, c'était de faire augmenter l'agressivité de nos partenaires. Donc, on faisait les videurs de boîte de nuit avant le match, on se secouait, on se tapait et tout, etc. Euh, un peu débilos. On va se le dire, un peu débilos. Mais soit. Euh, et on a couru l'un vers l'autre. On était très proches sur le terrain. On a couru l'un vers l'autre. Tu vois, deux marmules qui s'attrapent et qui commencent à pleurer comme le bébé qui vient de sortir du ventre de sa mère, quoi, qui vient d'accoucher. Et salut Seb, Sébastien Joumel, comment tu vas? Bien, et toi, Izzy, la forme? Ouais, super. Euh, Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Ça te mettrait dans la merde que je dise non à ce moment-là. Absolument. Ouais, bien sûr, je peux me présenter. Donc, je m'appelle Sébastien Jomel, j'ai 26 ans. Aujourd'hui, je fais pas mal de choses. Je fais de la formation, du coaching, de la conférence. J'ai un passé où j'ai fait pas mal de sports de haut niveau. Je suis champion du monde de handball, également champion du monde de lecture rapide collectivement cette année et troisième en individuel. Donc, j'ai un petit côté compétiteur. C'est un petit côté de chez moi. Et eh bien, aujourd'hui, je lance des programmes en ligne avec mon associé Tony Mikic pour notamment accompagner les personnes à avoir plus de confiance en elles. Et on a tout un tas d'autres programmes qu'on va sortir prochainement. Donc voilà, mon parcours, qui je suis globalement, pas globalement, globalement. Donc voilà. Ok, excellent. Qu'est-ce qui t'a donné envie de ce revirement de situation après le handball? En fait, depuis que je suis petit, je veux faire de la kinésithérapie et enfin, j'ai un diplôme de masso-kinésithérapeute que je n'utilise pas. En tout cas, pas actuellement. Et en fait, du coup, j'ai un petit peu galéré avec le hand pour rentrer en école parce que les clubs, ils étaient pas super chauds. Ils me demandaient d'être concentré sur le hand, en fait. Tu n'es pas venu à Dunkerque, parce que j'ai joué à Dunkerque, tu n'es pas venu à Dunkerque pour faire des études, en fait, on m'a dit. Et donc, du coup, j'ai un petit peu galéré à rentrer en école de kiné. Donc, avant ça, je me suis dit, je vais pas arrêter les études parce que peut-être que si j'arrête, ça va être moins facile de reprendre derrière. Donc, j'ai fait STAPS. Je me suis dit, c'est cool, je vais faire du sport, je vais apprendre à connaître le corps humain et je vais pouvoir me dépasser. Et en fait, les compétences que je vais développer dans d'autres activités sportives, elles vont aussi me servir. Donc, j'ai fait ça dans un premier temps. Et je suis rentré en école de kiné, j'ai fait la kiné. Et j'ai pratiqué la kiné durant l'école et je me suis dit, ouais, c'est un sacré métier. euh, et c'est un beau métier. C'est un beau métier parce que, bah, un petit peu comme dans le coaching, bah, c'est du coaching, hein, c'est du coaching santé en fait, quelque part. On va accompagner les personnes à se rééduquer, à guérir ou soigner leurs propres blessures. On va faire en sorte de faciliter ça. Et durant mon cursus de kiné, euh, il y a eu plusieurs choses en fait. J'ai découvert l'hypnose et ça a été fort. J'ai découvert juste avant l'hypnose la préparation mentale et ça a été fort aussi. Et moi-même, en tant que sportif, j'ai été accompagné en préparation mentale et ça a fait une grosse différence dans ma carrière. C'était un moment où j'étais pas au top du tout, et ça a fait une très très grosse différence. Et du coup, peut-être qu'aujourd'hui, c'est en partie ça qui explique le fait que je suis capable de répéter des performances de haut niveau régulièrement et de le transposer dans d'autres domaines comme en lecture rapide. Et du coup, je me suis dit, ça, c'est purée. Alors, le corps est fascinant en kiné, et je crois que l'esprit l'est encore plus. Et puis, je commençais beaucoup à m'intéresser à l'effet placebo. Et je pourrais en parler des heures, mais l'idée, c'est de faire quand même relativement court. En fait, il y a des études qui montrent que soin kiné, le meilleur exercice de kiné, avec le meilleur rapport, ça donne de très bons résultats. Le plus pété des exercices, avec un bon rapport avec le kiné, ça donne de très bons résultats. Et le meilleur des exercices, avec un kiné avec qui il n'y a pas de rapport, ça donne des résultats de merde. Et je me suis dit, putain, c'est fou ce truc-là. Et après, je suis tombé dans l'hypnose, j'ai creusé. Et l'hypnose m'a apporté beaucoup. Parce que avant de faire de l'hypnose, j'y croyais pas trop. Pas du tout, en fait. J'y croyais pas du tout. Et quelques mois avant de faire de l'hypnose, j'ai perdu ma grand-mère. Et,
Ça a été un moment très dur pour moi. Ça a été une des personnes les plus importantes de ma vie. C'était la première fois que j'étais confronté à la mort. Et, euh, et franchement, j'en menais pas large. Ma chérie sait à ce moment-là comment j'étais. Euh, C'était pas tip-top. Et en fait, en allant à cette formation d'hypnose, à laquelle je ne croyais absolument pas, mais à laquelle peut-être que j'avais envie de croire, en fait, si on réfléchit bien, parce que pourquoi aller dans une formation si on n'y croit pas? J'ai fait un travail, on a fait un joli protocole, notamment sur le décès de ma grand-mère, et j'ai appris plein de choses sur moi. Je suis parti en fait de page blanche et j'ai pu écrire plein de choses sur moi, j'ai pu apprendre et comprendre plein de choses, et surtout ne plus être embêté avec cette histoire-là. Et aujourd'hui, mamie, si tu me regardes, eh bien écoute, d'où tu es, ça va très bien. Et, euh, et j'ai pu faire mon deuil. Et je me suis dit, purée, ça c'est peut-être même encore plus fort que la kiné. Donc voilà pourquoi. C'était long. Ok, excellent. Et Et voilà. donc, on va dire des épreuves de la vie qui ont fait que on est arrivé là aujourd'hui. Ouais, en fait, d'aussi loin que j'ai toujours été dans la performance, la performance. Et dans tous les domaines de la performance. Donc, physique, sportive, mentale, dans l'hygiène aussi, l'hygiène de la performance, l'alimentation, le sport évidemment, l'hygiène mentale, j'en ai parlé. Euh, et je suis un putain de compétiteur. Sauf que ça m'a amené à petite problématique. J'en parlais hier sur une masterclass que je tenais. Euh, le burn-out. Coucou le burn-out. Et en fait, bon, c'est un truc un peu à la mode quand même, le burn-out, mais c'est pas super cool. Et en fait, oui, c'était super cool. Pourquoi c'était super cool? Parce que ça m'a permis de prendre du recul sur mes fonctionnements et de me dire que je pouvais peut-être, maintenant que j'avais vécu ça, faire différemment. Parce que ce serait une bonne idée que de ne pas revivre ça. Et donc, du coup, ça a été une belle prise de conscience aussi, de comment je fonctionne, mais comment les personnes fonctionnent globalement. Parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui souffrent de burn-out, etc. Et du coup, qui veulent se reconvertir. Et ça, ce sont des personnes que j'accompagne en fait, parce que c'est des épreuves de la vie qui ne sont pas simples. Comme tu le disais, ces épreuves-là, bah, elles ont façonné au fur et à mesure la personne que je suis. Et le parcours, il n'était pas prévu comme ça. C'était pas prévu comme ça. Mais c'est bien aussi que ce soit pas prévu comme ça. Euh, et je trouve ça chouette d'avoir pu faire une carrière de handballeur et d'avoir dit stop quand ça devenait trop pesant, quand ça répondait plus à mes valeurs. Et je trouve ça chouette. euh, Tu vois, hier soir, je discutais avec ma chérie et elle me dit ah ouais, je discutais avec une autre personne qui me dit ceux qui font de la kiné ou de la médecine et qui pratiquent pas, ils piquent la place des autres. Et je me suis dit, euh, et en fait, elle n'avait pas été prise en école de kiné ou de médecine. Je me suis dit, c'est quand même une phrase où il y a de la rancune, quoi. Et moi, je trouve que, bon, déjà, de par mon parcours, j'ai pas pris la place de quelqu'un d'autre. Euh, il avait qu'à être meilleur que moi, après tout. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est une super force de se dire qu'en fait, la vie, c'est un super terrain de jeu. Il y a plein de choses à aller creuser. Et s'il y a un jeu qui me plaît plus ou qui me coûte trop, je ne suis pas obligé de rester dans ce jeu-là. C'est pas parce que j'ai passé 4 ans à étudier la kiné que je dois continuer à faire de la kiné si j'ai trouvé quelque chose qui me passionne encore plus. Et j'ai trouvé quelque chose qui me passionne encore plus. Donc, easy, mais toi qui nous regardes sur YouTube, sur Facebook, peu importe, sur Insta, eh bien, euh, si aujourd'hui tu es bloqué dans une situation et que tu kiffes pas, c'est peut-être le moment de te poser les questions de qu'est-ce que tu peux faire qui va t'amener plus de joie, plus de plaisir, plus d'épanouissement. Euh, mais dans ta vie professionnelle, dans ta vie personnelle, dans ta vie sportive. Je connais un paquet de joueurs pro sportifs au hand, mais pas que, qui me disent bah ouais, mais je continue. Je continue parce que je ne sais faire que ça. Et c'est triste. Parce que de savoir faire que du handball dans une vie, c'est triste, je trouve, de mon point de vue. Et que en fait, il suffirait d'un signe, comme dirait Jean-Jacques Goldman, non pas du tout, il suffirait de faire une petite formation pour apprendre une petite ou une grosse compétence et pour te permettre d'ouvrir un grand pan dans ta vie, un grand champ du possible. Donc voilà, voilà les épreuves de la vie, comment elles ont pu me façonner d'une certaine manière,
Mhm. Comment moi j'ai pu me façonner et surtout comment je façonne jour après jour mon chemin de vie en fait. D'accord, ok, super. Beaucoup de choses, très inspirant. Par rapport à tout ça, donc tu accompagnes beaucoup de personnes aujourd'hui. Je m'ai Oui, accompagné moi aussi à un moment. yes. À quel moment est-ce que tu as su que ça y est, c'était parti, ça allait marcher maintenant pour toi? Quelle question, Izzy, quelle question. J'ai toujours su. J'ai toujours su. J'ai une croyance. euh, je peux pas te dire, il y a des gens qui vont dire que c'est pas humble, mais je ne suis pas humble dans tous les cas. Il y a des gens qui vont dire que c'est arrogant. Je crois pas que je sois arrogant. Mais j'ai toujours su que j'allais avoir du succès. Et je me rappelle de ma formation à l'époque en maître praticien PNL, et on travaille sur l'identité et les croyances. Et la formatrice me demande qu'est-ce que tu crois à propos de toi? Et je lui ai dit, je crois que je suis là pour faire de grandes choses. Alors, on m'a regardé dans la salle, genre, ok. Pout, 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 pout. Et non, en fait, c'est même pas ça, c'est que je crois que j'ai des talents à offrir au monde, euh, et que ce serait égoïste de priver les personnes qui en ont besoin. Alors, je ne vais pas faire le sauveur, mettre ma cape et mettre mon slip par-dessus mon pantalon. Mais il y a des personnes qui en ont besoin, il y a des personnes qui me contactent. Et aujourd'hui, c'est facile. Il y a beaucoup de personnes qui me contactent. J'ai même la chance de pouvoir choisir mes clients. Donc, je trouverais ça dommage de priver les gens de ça. Donc j'ai toujours su. Et ça, enfin, j'ai toujours su depuis que je suis dans l'entrepreneuriat, mais auparavant dans le sport. En fait, le sport, et toi, tu as ton parcours dans l'armée, et je crois que le sport, l'armée, etc., sont des écoles de la vie, dans le sens où j'ai appris le dépassement de moi. Et ça, je peux le remettre dans mon entreprise, mais j'ai appris la stratégie. Et la stratégie, dans le sport, c'est super important, mais dans l'armée, bon, je vais pas t'apprendre ça. Donc, euh, avec mon associé, on est très très bon en stratégie. On est très très bon en stratégie. Lui, c'était un ancien coach professionnel de basket. Donc, mettre en place des stratégies, changer rapidement, on sait faire. Et ça nous passionne, on adore ça. Et on a cette croyance que on va tout déchirer. Parce qu'on déchire déjà tout à notre échelle. Et il s'agit juste de continuer à faire grandir l'échelle, à faire grandir le système. Euh, heureusement ou malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes manquent de confiance. Et peut-être toi qui nous écoutes, tu manques de confiance. Et auquel cas, euh, c'est pas une fatalité. Je vais pas te dire que c'est normal, parce que je crois profondément que chaque personne et chaque être humain devrait pouvoir avoir cette confiance en lui pour vivre. Donc, je vais pas dire que c'est normal, mais il y a quand même tout un système d'éducation. On pourrait parler de l'éducation nationale, mais le but, c'est pas de taper sur l'éducation nationale. Ah, ils sont pas bien, c'est pas. Non, en fait, c'est qu'ils n'ont pas tous les outils. Et je trouve que ce serait cool qu'on ne soit pas juste professeur de CM1, mais qu'on ait peut-être quelques notions de coaching. Et ça serait fou, fou, fou pour les enfants. On envoie des enfants qui ont confiance en eux. Je te fais le truc grosso modo. On envoie des enfants qui ont confiance en eux à l'école. Et on les éduque à sanctionner les erreurs. On les éduque en soulignant rouge les fautes. On retire des points. Euh, tu as 18 sur 20, bah, où est-ce que tu as perdu tes 2 points? Et ils ont un capital confiance, et on vient faire ting, ting, tiens, grrr, grrr. Et ça s'effrite, ça s'effrite. Et on leur apprend pas à la construire, ça. Enfin, je te le fais grosso modo, encore une fois. Et derrière, les enfants qui sortent du système scolaire, à la fin du collège, au lycée ou à l'université, eh bien, je serais curieux de savoir combien il y en a. Et il y a plusieurs études qui montrent que finalement, dans la population européenne, le pourcentage majoritaire, c'est des personnes qui n'ont pas confiance. Et il y a des liens aussi dans d'autres études qui montrent que la confiance, elle est liée au bonheur. Mhm. Donc, euh, moi, je me dis, c'est dommage, on a une pièce centrale du bonheur et on n'en prend pas soin. Ou en tout cas, on ne sait pas comment en prendre soin. Donc, apprenons à ces personnes-là comment en prendre soin, modifions ce système-là, parce que, évidemment, une fois que l'enfant grandit, il est papa, il est maman, il n'a pas confiance. Et lui, il a des enfants. Et en fait, il veut être le meilleur papa ou la meilleure maman du monde, c'est pas la question. Mais consciemment ou inconsciemment, il projette ses limites. Et il montre un exemple et un modèle de quelqu'un qui n'a pas confiance en lui.
Et l'enfant, si tu lui dis, tiens, il fait un dessin, tu lui dis, waouh, trop beau ton dessin, magnifique, waouh, c'est de la bombe, putain, génial, bravo. Hop, poubelle. C'est quoi le signal que tu lui envoies? Tu lui dis un truc, mais tu le fous à la poubelle. Un peu plus discret, parce que c'est rare que le parent déchire le truc. Ouais, génial, magnifique. On le fout dans un placard bien au fond du tiroir caché, machin. Mais l'enfant, au quotidien, il se dit, j'ai fait un beau truc, inconsciemment, hein, mais il n'est pas affiché. Mm. Et ça le remet en question. Et ça remet en question sa compétence. Et il tente une expérience et on la valorise pas. Alors que quand il est bébé et il se casse la gueule pour apprendre à marcher, on lui dit ouais, c'est bien, continue. Et c'est ça qui fait qu'il va aller marcher. Si on lui disait t'as vu, t'es tombé, oh t'es comme ta mère, oh, t'es comme ton père quand il est bourré, ah t'es encore tombé, tu vois. Ben non, ça ne marche pas. Il va pas être stimulé. Donc du coup, c'est important que les enfants qui rentrent dans cette espèce de tunnel éducationnel Mhm. puissent bâtir une confiance pour que quand eux aussi ils ont des enfants, eh ben, ils vont avoir confiance. Pour que la confiance se répande et le bonheur, ou peut-être que à ce moment-là, quand les gens auront tous confiance, il y aura d'autres clés qu'il faudra aller travailler, sans doute. Mais déjà, la confiance, c'est essentiel. C'est essentiel. Ok. Donc, un peu former les parents qui vont Ouais, après former les enfants pour créer le changement, un changement global, ouais. quoi. Coaching d'enfants, je crois qu'aujourd'hui, faire intervenir des psychologues dans les écoles, faire intervenir des thérapeutes, des coachs, Ok. ça peut être pertinent. Je suis en train de réfléchir. Avec Tony, donc, on va créer un programme d'apprentissage disruptif. Je m'explique. Aujourd'hui, je fais de la lecture rapide, du mind mapping, et j'ai une capacité de mémorisation qui est assez chouette. Mais en fait, je ne suis pas sûr que ce soit juste moi. Je crois que j'ai des clés que je Mhm. peux donner, diffuser, et qui vont permettre à des personnes d'apprendre facilement. Et aujourd'hui, tu es parent, tu galères à faire les devoirs, tu t'embrouilles avec tes enfants quand tu fais les devoirs, je crois que c'est pénible et je crois qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Donc, si on leur donne les clés pour qu'ils puissent apprendre facilement, lire facilement, apprendre une langue, devenir presque bilingue ou apprendre une langue en 2 ou 3 mois, lire un bouquin en 1 heure, être capable de le mémoriser, à plus de 80%, je crois que ça faciliterait grandement la vie. Et je crois qu'il y aurait des gens qui seraient beaucoup intéressés par ça. Et on va faire aussi autre chose, et c'est... Tony a créé une formation qui s'appelle le management furtif. Donc, comment manager des gens pour qu'ils se sentent bien avec nous, qu'ils aient un intérêt et qu'ils se développent donc, à nos côtés. C'est ce qu'on utilise dans notre entreprise et c'est ce qui fait aussi que ça cartonne. Et ça, on va aussi le faire en pédagogie. Quelles sont les clés? En fait, quelles sont les erreurs à ne pas faire avec nos enfants? Quelles sont les clés pour éduquer nos enfants sans en faire des robots, Mhm. sans en faire des diamants qu'on veut polir à la perfection, pour qu'ils puissent, eux, s'épanouir en tant qu'individus, sans qu'on leur projette nos barrières. Bon, évidemment, il y aura toujours de la transmission consciente ou inconsciente de limites de croyances, mais le moins possible pour qu'ils puissent faire ces expériences. C'est pas parce que maman, elle est diabétique ou elle a du diabète, parce qu'elle n'est pas que diabétique, que moi, je dois être diabétique. C'est pas parce que papa, il s'est fait, euh, il s'est fait lourder par son ex-femme, que moi, je vais me faire lourder par mon ex-femme. Et que les femmes, je ne sais pas quelle croyance il pourrait y avoir derrière, mais qu'il faut se méfier des femmes. Tu vois? Donc ça, c'est essentiel. Parce que confiance en soi, c'est aussi en lien avec confiance en les autres. Donc, comment j'évolue moi vis-à-vis de moi et comment moi j'évolue vis-à-vis des autres. Excellent. Super. Super. Hum, je voulais te poser une autre question. Donc là, Vas-y. aujourd'hui, ça marche quand même bien pour toi, au Ouais. niveau de ton entreprise, ton business. Yes. Est-ce que tu as eu des peurs à certains moments? Non, je suis une machine de guerre. Bien sûr, j'ai eu des peurs. J'ai encore des peurs. Euh, la peur, c'est comme la douleur. C'est utile. Enfin, ça peut l'être. L'idée, c'est pas de dire ah, c'est un peu heureux. En fait, quand on est petit, ah, t'es un peu heureux, t'es un peu heureux. On stigmatise la peur. Mais la peur, elle est utile. Je prenais l'exemple hier sur la masterclass. Je me réveille le matin, j'ai un tigre qui rugit à côté de moi. C'est bien d'avoir peur. Je vais pouvoir courir, m'enfermer sur le balcon. C'est bien, c'est utile. Maintenant,
Est-ce que c'est utile d'avoir peur de changer de métier quand je suis avec un patron qui me casse les bonbons pour ne pas être grossier, Mmh. qui m'en demande toujours plus, que je n'ai pas la capacité à lui dire non à ce moment-là? Euh, Pas sûr, pas sûr du tout. Donc, la peur, elle est utile dans certains moments. Et ma grande faculté, et ce qui explique notamment ma réussite, c'est que je sais pas mal gérer mes peurs. Donc il y a plein de façons de le faire. On peut le faire avec des outils de PNL, d'hypnose, de neurosciences, de prépa mentale. Il y a plein d'outils. Euh, et peu importe l'outil en fait. Euh, mais je sais distinguer aujourd'hui une peur utile d'une peur qui ne l'est pas. Avant, je disais d'une peur réelle, d'une peur qui n'est pas réelle. Mais en fait, la peur est forcément réelle. Si elle existe dans mon esprit, elle est réelle dans mon esprit. Mais en soi, la peur, elle est jamais réelle. Tu vas pas au magasin, Easy, tu vas pas à la Biocop et tu leur dis mettez-moi 2 kilos de peur, ça n'existe pas. Ouais, Euh, donc, si j'imagine que j'ai peur, bon, je me conditionne à avoir peur. Mais à un moment, est-ce que je ne commence pas à avoir peur de la peur? Et si j'ai peur de la peur, je rentre dans une boucle infernale, tu vois, c'est une ouais. inception de peur. Et à ce moment-là, je suis plus du tout dans la réalité, je suis plus du tout dans l'ici et le maintenant. Je suis dans ma tête, en train d'imaginer des scénarios, des scénarii qui sont pas cool pour moi, et ça fait pas de sens en fait. Dans le présent, la peur, la peur est liée au futur. La peur, elle n'est pas dans le présent, ou très peu. Elle est dans, elle est, il va y avoir la peur instinctive dans le présent. Je vois le lion. Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Réflexe. Mais la peur, c'est surtout dans l'anticipation du futur. Mmh. Ben, j'ai cette capacité à m'imaginer un futur où ça se passe bien pour moi. Et pour l'instant, ça se passe bien de penser que ça va bien se passer. Donc, plusieurs théories, loi de l'attraction ou pas, euh, cadre comme si en PNL ou pas, peu importe. J'aime penser que dans tout ce qui va m'arriver, je vais avoir des choses à apprendre. Et ça, j'aime beaucoup la compète et j'aime beaucoup apprendre. Et ça me permet d'avoir un état d'esprit optimiste. Je crois que l'optimisme est aussi une des clés à la fois de la réussite. Et je crois que c'est un de tes gros points forts aussi, l'optimisme, Easy. Euh, de la réussite, mais du bonheur surtout. En fait, la réussite sans le bonheur, je suis pas sûr qu'on puisse. Enfin, en tout cas, à mon sens, Mmh. s'il manque bonheur, c'est pas réussite. C'est, je sais pas, gagner si on est sur une compète. Mais gagner, ne pas être heureux, je l'ai fait. Mais c'est pas gagner en fait. Gagner du pognon, gagner de l'argent, mais ne pas être heureux, bah, je l'ai fait aussi. C'est pas l'idée. C'est pas l'idée. C'est pas mon idée de la vie. Donc voilà. OK, super. À travers tout ce que tu as traversé, donc on a vu ta carrière de handball, Oui, on a vu donc là ta nouvelle entreprise et aussi la lecture rapide. oui. C'est quoi ton souvenir le plus marquant que tu as retenu? Euh, Positif, négatif, souvenir le plus marquant. Le souvenir, qui te marque, la première chose qui te vient à l'esprit? La première chose qui me vient à l'esprit, c'est l'image de ma mamie qui est Mmh. décédée. Euh, je crois, hein, que je suis vraiment devenu adulte à partir de ce moment-là. Je suis redescendu dans une période un petit peu enfantine après ça, très triste, avec toutes les phases hein, du cycle du changement, le déni, la colère, etc. Euh, c'est un souvenir très marquant. Et l'autre qui m'est venu, et qui est autant ouais, émotionnellement, qui était aussi fort, c'était le titre de champion du monde au Brésil, handball. Euh, j'ai jamais vécu ça émotionnellement, dans le sens, sur un instant, en fait. Enfin, si je l'ai vécu, j'ai un autre souvenir qui me revient, je t'en parlerai après. Le moment du coup de sifflet final, lors de la finale de... Waouh! Et j'ai couru. On était deux gaillards à, tu vois, être hyper dans En fait, nous, notre rôle, on était, bon, je jouais en attaque et en défense, mais notre rôle, c'était de faire augmenter l'agressivité de nos partenaires. Donc, on faisait les videurs de boîte de nuit avant le match, on se secouait, on se tapait et tout, etc. Euh, un peu débilos. On va se le dire, un peu débilos. Mais soit. Euh,
et on a couru l'un vers l'autre. On était très proches sur le terrain, on a couru l'un vers l'autre. Tu vois deux marmules qui s'attrapent et qui commencent à pleurer comme le bébé qui vient de sortir du ventre de sa mère, quoi, qui vient d'accoucher. Euh, Très très fou. Surprenant parce que c'était pas prévu. Il y a eu une décharge hormonale incroyable et, euh, et ça c'était très très beau. Et la première fois que j'ai tenu un enfant aussi dans mes bras, ça m'a fait quelque chose de cet ordre-là, mais beaucoup plus précautionneux parce que je ne voulais pas le faire tomber. Donc beaucoup plus précautionneux. Et après, en termes d'intensité, voilà, mais sinon au quotidien, et des super souvenirs avec ma chérie, nos voyages, etc., euh, qui n'ont pas ces pics émotionnels, mais qui sont tellement hauts émotionnellement et stables que c'est hyper chouette, quoi. Vraiment hyper chouette. Ok, merci pour ce partage. Bah écoute, avec plaisir. J'ai appris que tu as fait du bénévolat aussi pour Oui, 5 clubs de yes. handball en tant qu'entraîneur. Est-ce que tu veux bien Ouais, nous en parler un petit peu? bien sûr. C'est quelque chose que j'ai à cœur de donner à la fois pour donner de mon savoir, de mon expérience, de mon parcours. Et en fait, dans chaque club dans lequel j'allais, en fait, c'est obligatoire un petit peu d'être bénévole. Mais on le fait ou on le fait pas. Tu vois, sur les contrats, c'est marqué qu'il faut entraîner les petits. Mais moi, j'adore ça. Alors, des fois, tu gères 20 moins de 12 le samedi matin à 8 heures, tu vois, faut être réveillé. Faut être réveillé. Et à la fin des 2 heures d'entraînement, waouh, ça pompe un jus incroyable. Mais c'est ça, la vie, en fait, de voir la vie crépiter dans ces petits gamins. Et je me souviens moi, quand j'étais petit, que j'allais jouer à la mi-temps lors des matchs, que je me sentais comme un grand. Et que quand je voyais les joueurs avec leur maillot et tout, j'avais les yeux qui brillaient. Et ça, c'est fondamental pour moi de donner ce qu'ils ne. Ils me l'ont donné, mais en fait, ils me l'ont même pas, ils me l'ont peut-être même pas donné consciemment pour certains. Juste, ils étaient là. Ah, des fois, il suffit juste de sourire. Et ça, je le fais dans la rue, je souris aux gens. Je regarde la personne, je lui souris. Un sourire, un vrai sourire. Il y a des gens, ils se disent, il est complètement perché, celui-là, je ne le connais pas. Mais il y a des gens qui n'ont pas d'autre sourire dans la journée et qui sont heureux de l'avoir. Il y a des gens qui en ont aussi toute la journée, mais qui sont heureux. Et je me dis, bah, le bénévolat, c'est ça, c'est donner. Alors, tu sais, il y en a qui vont me dire, tu donnes, comme ça, tu vas recevoir. Je me demande quand tu donnes pour recevoir si c'est vraiment donner. Et à ce moment-là, bah, moi, c'est un moment où je donne, où je suis là, je suis présent auprès des enfants, je fais aussi un petit peu en prison, un moment de temps. Euh, c'est important, c'est important pour moi. Il y a un truc qu'on veut mettre en place avec Tony, qui est qu'à chaque fois qu'une personne passe une commande sur notre site, prend un coaching pour elle, en fait, il y a une partie, un pourcentage qui est reversé à une association. Et nous, on sélectionne 5 assos qui sont. Donc c'est une start-up qui fait ça. 5 associations de notre choix. Donc, par exemple, la recherche pour le cancer, avec l'Institut Pasteur, ça peut être Emmaüs, etc., etc. Ouais. Octobre Rose, Movember. Et la personne, elle sélectionne. Et en fait, directement, elle prend un coaching à 1000 euros, à 2000 euros, à 500 euros, à 200 euros. Et il y a un pourcentage qui va à cette association-là. Et ça, je trouve ça beau parce que à la fois, la personne, elle investit sur elle, et à la fois, elle investit pour quelque chose de plus grand. Et notre entreprise, elle participe aussi à ça. Et à notre manière, on a de l'influence et on impacte le monde. Et moi, je trouve ça vraiment, vraiment fabuleux. Tu vois, j'ai vu en stage de kiné des enfants avec des situations dramatiques, obligés de traverser les océans en kwassa pour se retrouver sur une île française pour bénéficier du système de soins français. Et, euh, et à terme, j'aimerais avoir beaucoup d'argent pour notamment pouvoir donner cet argent-là à des causes qui me sont chères, tu vois. Et faire du bénévolat. À un moment, je voulais faire du bénévolat en kinésithérapie en Afrique. Donc, pourquoi pas. Euh, Il y a il y a des actes aujourd'hui et des gestes forts qui me parlent, moi. Quand j'entends qu'on va ouvrir des puits en Afrique, ça me parle. Je me Mhm. dis, putain, c'est pas juste business is business. Alors oui, il y a du business et oui, il y a aussi de répandre une belle image de la marque. Mais ça me parle quand je vois ça. Et ça, je veux le faire aussi dans mon entreprise. Et bravo. Super. Beau projet en tout cas. Bah, écoute, Qu'est-ce je que te tu voudrais remercie. dire à ceux qui veulent atteindre le niveau que tu as aujourd'hui?
Que ce soit par rapport à ce que tu Euh, as atteint au handball, que ce soit à la lecture rapide ou aujourd'hui dans ton entreprise? Ben, je crois que ça passe en fait par un nettoyage global de ce qui se passe dans le crâne. En fait, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que j'ai performé relativement rapidement en lecture rapide? C'est que mon cerveau, il est open. J'ai des croyances limitantes, on en a tous. Euh, mais si j'en ai qui me gênent, ah, je vais aller voir quelqu'un. Tu vois, je vais me gérer moi-même si j'ai besoin, et puis sinon, je vais aller voir quelqu'un. Euh, et j'aime, tu vois, j'aime apprendre. Et quand je me fais coacher, bah, je me fais coacher par des bons. Euh, En lecture rapide, je me suis entraîné en binôme avec le champion du monde, en individuel. Voilà. Euh, Ils m'ont proposé d'intégrer leur équipe. Bah, évidemment, évidemment, bien sûr. Et si je m'entraîne avec quelqu'un, ben, je vais demander de m'entraîner avec le meilleur. Donc il y a cette notion de croyance, il y a cette notion de travail sur soi, et il y a cette notion d'entraînement. Aujourd'hui, là, on n'est plus en période de compète. Je lis encore beaucoup, mais je lis beaucoup moins. Je faisais 30 minutes d'application par jour pour que mes yeux ils soient capables d'élargir. Au lieu de voir là, je vois le champ d'action là. Ça fait un peu tu sais, comme dans les aéroports, mais j'ai pas le physique de l'hôtesse de l'air. Euh, donc, je m'entraînais énormément, mais je m'entraînais intelligemment. Et aujourd'hui, quand on veut le faire seul, c'est super bien. Moi, j'ai longtemps fait des choses seul, mais parfois, c'était pas intelligent. Hmm. Et du coup, c'est là où tu te retrouves dans des situations où tu vas travailler dur et tu vas pas avoir les résultats que tu veux. Et ça, c'est dommage, parce que si tu travailles dur et intelligemment, tu n'es pas obligé de travailler dur, mais si tu travailles dur et intelligemment, je vois pas comment ça pourrait ne pas fonctionner. Donc voilà. Pour les personnes qui souhaitent atteindre un niveau sportif, bah, ça passe par l'entraînement, la rigueur, à mon sens, hein. L'entraînement, la rigueur et le plaisir. J'ai jamais été bon quand je prenais pas de plaisir. J'ai jamais été bon à un entraînement quand j'avais les mains moites avant de rentrer sur le terrain et que j'avais la bouche toute sèche. Jamais. Donc, je m'interroge. Prendre du plaisir, être heureux de faire ce qu'on fait, être joyeux, jovial, euh, c'est essentiel. En lecture rapide, je partage ce tips, mais sur notre entraînement avant les mondiaux, on souriait. On sourit en lisant. Parce que quand tu souris, tu retiens plus facilement. En termes d'hormones que tu sécrètes, les dopamine, ocytocine, sérotonine, endorphine, tout ça, les quantités ne sont pas les mêmes. Et cette utilisation du sourire, elle est intéressante pour lire un livre. Alors, imaginons dans la vie de tous les jours ce qu'elle peut apporter. Waouh. Ok, excellent. Donc c'est vraiment le fait de sourire qui te fait retenir plus. Ouais, bah, il y a plein de techniques pour mémoriser. On va faire un programme là-dessus avec Tony. Bah, dans l'apprentissage, il y a plein de techniques pour mémoriser. Euh, mais l'utilisation du sourire en est une et efficace. Efficace. Tu vois? Est-ce que tu imagines acheter du pain? Il faut vraiment qu'il soit très bon, hein. Si la boulangère ou boulanger porte de prison, bonjour, vous voulez du pain? Ok, non. Imagine un coach, tu vas te faire coacher, et t'as le coach qui est comme ça. Voilà, coacher. Non, mais non, ça marche pas. Ça marche pas. Et puis, l'être humain, c'est une petite bête sociale quand même. On l'a vu pendant le Covid, il y a eu quelques désagréments, à pas pouvoir voir les gens qu'on aime, à pas pouvoir sortir de chez soi. Donc, par conséquent, si on considère que l'être humain est un être social et que euh, bah, on va aller rencontrer d'autres personnes. Alors autant, à mon avis, rencontrer des personnes et voir des personnes avec qui tu aimes être et passer un moment agréable, je crois. Je crois. Hop, j'adore. Seb, tu te vois où dans 5 ans? Euh, Bah, je crois que tu as reçu un acteur précédemment. Donc, bah, peut-être dans 5 ans, je ferai des films. Non, dans 5 ans. Dans 5 ans, je me vois à la tête de l'entreprise avec Tony, mais ce ne sera pas vraiment la tête de l'entreprise parce qu'on aura mis en place euh, je pense pas encore, mais une bonne partie de l'entreprise libérée qu'on imagine, avec des personnes qui peuvent travailler un petit peu comme elles le souhaitent, un petit peu comme elles le souhaitent dans un cadre global. Dans 5 ans, on aura accompagné plus de 100 000 personnes, c'est clair, c'est net. Dans 5 ans, on accompagnera des personnes sur plein de sujets, sur plein de sujets. Aussi bien la confiance. Notre chance et notre force, c'est qu'on a la compétence en PNL, en hypnose, en neurosciences, en coaching, et ça, c'est une compétence transversale qui fait que tu peux aussi bien accompagner, quand tu comprends la psychologie et le fonctionnement de l'humain, tu peux aussi bien l'accompagner à arrêter de fumer
qu'à perdre du poids, qu'à changer de taf, qu'à être performant dans le monde du sport. Et on va sortir plusieurs programmes. Et bah, à ce moment-là, on aura nos programmes qui seront sortis. Donc, j'ambitionne vraiment de révolutionner le monde du coaching et d'imposer des nouveaux standards. Des nouveaux standards dans l'univers du coaching. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ce que je vois, hein. Je ne peux pas faire une généralisation, mais il y a beaucoup de choses qui ressemblent à du coaching, mais qui ne sont pas du coaching. Et il y a encore plus de choses qui ne ressemblent pas du tout à du coaching. Et c'est triste pour moi parce que je ne connaissais pas, hein, le coaching professionnel. Moi, je commençais par le coaching sportif. Et c'est triste, je trouve, parce que c'est vraiment une belle profession dont on se doit, nous, les professionnels du coaching, de l'accompagnement, de valoriser l'image. Donc voilà. Ok, super. Toute dernière question. C'était quoi ton rêve d'enfant? Être champion du monde de handball. Donc pour toi, tu l'as réalisé? Aujourd'hui, oui. Avant, non. Super. Aujourd'hui, oui. Avant, non. Merci beaucoup, Seb. Je te remercie, Izzy. Ça a été un super moment. Un plaisir de partager ce moment-là avec toi, avec ton beau sourire et ton optimisme. Euh, que dire de plus? Je pense pas grand-chose. Prends soin de toi. À très Ouais. bientôt. Merci de m'avoir reçu et merci à toi aussi qui nous regarde, de nous regarder. Et puis, mets des commentaires en bombe, hein, pour Easy sur sa chaîne et tout. Faut que ça déchire. Ça se trouve, dans quelques années ou dans quelques mois, ce sera un YouTuber reconnu et tu auras été le premier, le deuxième ou le troisième commentaire de sa première ou de sa deuxième ou sa troisième vidéo à succès. Donc, plein de confiance, plein de joie, plein de succès à toi, Easy, et à toi qui nous regarde aussi. Merci, Seb. Allez, ciao. Salut. Ciao.